Quand on était jeune, on nous disait qu'une seconde, c'était un soixantième de minute et qu'il y en avait 3600 par heure. Ces informations sont si profondément ancrées dans nos activités quotidiennes que nous les remettons rarement en question. Comment savoir combien de temps dure réellement une seconde? Chaque unité de mesure que nous utilisons pour déterminer le temps, comme les jours, les heures et les minutes, est liée à la rotation de la Terre dans l'espace. Dans l'Antiquité, les gens regardaient le ciel et remarquaient que notre planète mettait un certain temps à faire quelque chose. C'était leur façon de mesurer le temps et, pour l'essentiel, les choses n'ont pas changé. Toutefois, nos calendriers sont devenus un peu plus précis de nos jours. Notre monde est beaucoup plus dominé par la technologie aujourd'hui. Avec des ordinateurs extrêmement rapides, capables d'accomplir des milliards de choses en une seconde, nous ne pouvons plus nous fier uniquement au mouvement de la Terre pour mesurer le temps. En effet, les caractéristiques de notre planète changent légèrement peu à peu. Imagine que la seconde d'aujourd'hui soit légèrement plus longue que celle d'hier. Cela perturberait les calendriers du monde entier et causerait des problèmes à toutes sortes d'appareils. Dans les années 1950, des scientifiques ont donc imaginé un moyen précis de mesurer la seconde. Au lieu de regarder les étoiles, ils se sont intéressés à la plus petite chose qui soit, les atomes. Ils ont découvert que certains matériaux, en particulier le césium, se déplacèrent de manière extrêmement prévisible. Aujourd'hui, nous savons combien de temps dure une seconde en nous basant sur les mouvements des atomes de césium. Cette façon de compter les secondes est cependant très ancienne. Elle est liée à la façon dont un astronome, du nom de Simon Newcomb, a observé les mouvements de la Terre au XIXe siècle. Il a essayé de comprendre le mouvement exact des planètes et la raison pour laquelle elles s'écartent parfois de leur trajectoire habituelle. Il a également étudié la Lune et ses phases et a découvert que les calculs lunaires précédents étaient erronés. Lorsque les scientifiques sont passés au chronomètre atomique en 1967, ils se sont assurés qu'il correspondait bien à ces observations. Nous savons que notre planète effectue une rotation complète sur son axe en 24 heures. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle le fait en 23 heures et 56 minutes. Nous savons aussi que pour que la Terre tourne autour du Soleil, il lui faut 365 jours. Ce n'est pas tout à fait précis non plus. En fait, il lui faut 5 heures de plus pour accomplir cette tâche. C'est pourquoi, tous les 4 ans, nous ajoutons un jour supplémentaire à notre calendrier, à la fin du mois de février. En utilisant le césium pour mesurer la durée exacte d'une seconde, nous nous assurons de rester toujours cohérents. Ce type de métal est utilisé aujourd'hui dans la plupart des horloges atomiques. On en trouve partout. Elles se trouvent dans les appareils qui ont besoin d'un positionnement GPS comme nos voitures et nos téléphones, dans ces énormes réseaux qui nous permettent d'interchanger ou de nous envoyer des messages, et bien sûr, dans les laboratoires scientifiques qui effectuent toutes sortes de recherches. Et voici comment les horloges atomiques utilisant du césium fonctionnent. Chaque appareil dispose d'une chambre spéciale. Les scientifiques l'appellent la cavité micro-ondes. Mais ils ne l'utilisent pas pour réchauffer les restes de la veille. Elle est également remplie d'une brume de césium. Lorsqu'ils injectent des micro-ondes dans cette chambre, c'est comme s'ils lançaient la compile favorite de ces atomes. Ceux-ci se mettent à bouger et émettent des radiations d'une manière particulière et pendant une durée spécifique. Cette mélodie est alors captée par une sorte d'oreille atomique, ou de détecteur, si l'on veut rester technique. Elle est comparée à une fréquence connue pour voir s'ils sont synchronisés. S'il y a une différence entre ces deux temps, l'horloge s'ajuste. De la même manière que les chanteurs ajustent le timbre de leur voix pour qu'il corresponde à la chanson. Toutes les horloges atomiques n'utilisent pas le césium. Certaines utilisent d'autres métaux comme le rubidium et le strontium. D'autres encore utilisent de l'hydrogène. Mais le principe reste le même. Ils scrutent les atomes pour donner l'heure. Quels que soient les matériaux utilisés, les horloges atomiques sont certainement plus précises. Mais elles ne sont pas non plus exactes à 100%. En fait, même l'une des horloges atomiques les plus précises au monde, située à Boulder, dans le Colorado, peut présenter des erreurs. Toutefois, selon les estimations actuelles, la marge serait d'environ 1 seconde sur 100 millions d'années de mesure du temps. C'est bien mieux que de regarder le ciel pour connaître l'heure. Quoi qu'il en soit, cette mesure du temps céleste fait partie de notre histoire. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres ont commencé à utiliser la Lune pour mesurer le temps. Ils dessinaient les phases de la Lune sur les murs de leurs grottes et sur des objets plus petits, comme des fragments d'os. Cela nous montre que les gens avaient besoin de planifier leurs activités
même s'ils n'avaient pas de montre au poignet tout au long de la journée. Avance rapide, jusqu'à il y a environ 5000 ans, en Égypte ancienne. Les habitants de la région ont remarqué qu'une étoile nommée Sirius se levait en même temps que le Nil entrait en crue. Cette crue était très importante, car elle leur permettait de cultiver l'essentiel de leur récolte. C'est ainsi que les gens ont inventé les cadrans solaires, ces grandes horloges d'extérieur qui permettaient de lire l'heure à l'aide des ombres. Ils divisaient même le jour en tranches de 12 heures, un système très similaire à celui que nous utilisons aujourd'hui. Les Égyptiens ont même fabriqué les premières horloges à eau, utilisant le liquide s'écoulant d'un réservoir pour égrener les heures qui passent. C'est en s'inspirant de ce système que les peuples d'Asie ont imaginé une meilleure façon de donner l'heure. Ils ont utilisé du mercure à la place de l'eau, parce que celui-ci ne gelait pas. Le sablier, cette coquette minuterie avec du sable à l'intérieur, est apparu il y a seulement 1 millier d'années. Tout comme la clepsydre, il utilise la gravité pour mesurer le temps. Une autre invention amusante était l'horloge à bougie. Imagine que tu puisses consulter l'heure en voyant la vitesse à laquelle une bougie fond. Au XIVe siècle, l'Europe a construit sa première horloge mécanique, un grand pas vers les montres modernes. Ces engins n'étaient pas très précis, mais ils n'ont cessé de s'améliorer. Au XVIe siècle, grâce à un pendule oscillant, les horloges ont réussi à nous donner l'heure avec beaucoup plus de précision. L'évolution du chronométrage ne s'est pas faite sans heurts. À un moment donné, les savants ont essayé de créer une norme universelle pour le temps. Ils ont opté pour un pendule oscillant, mais celui-ci ne fonctionnait pas de la même manière partout sur Terre en raison de la gravité. En effet, cette force peut varier en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur notre planète. Elle affecte également tout ce qui a une masse, ce qui fait qu'elle perturbe aussi les pendules. Nous devions également pouvoir donner l'heure avec précision lorsque nous étions en mer. Les Britanniques, par exemple, voulaient une horloge durable et précise pour les trajets maritimes. C'est ainsi que John Harrison a passé plus de 30 ans à mettre au point une horloge capable de résister aux défis de l'océan. On l'appelle le chronomètre de marine, et il permettait de mieux calculer la position d'une personne en mer. Il s'agit d'une étape importante dans le domaine de la navigation, mais elle repose toujours sur l'observation des corps célestes. Quoi qu'il en soit, grâce à des inventeurs comme Harrison, le chronométrage s'est amélioré et est devenu moins volumineux. Ce qui n'était au départ qu'un énorme engin en métal a fini par devenir un appareil de poche. Aujourd'hui, nous disposons de moyens de connaître l'heure partout, comme sur nos téléviseurs, nos montres, nos téléphones et dans nos voitures. Mais tu peux toujours revenir à l'essentiel si tu n'as plus de batterie, et que, pour une raison ou pour une autre, il n'y a personne pour te donner l'heure. Pour cela, tu dois te trouver en extérieur. Commence par positionner ton corps face au soleil. Tends l'un de tes bras vers l'avant et assure-toi que ta paume soit tournée vers toi. Tourne ensuite ta main de façon à ce que tes doigts soient parallèles à l'horizon. Veille à ce que les doigts soient bien serrés et déplace ta main vers le haut ou vers le bas de manière à ce que ton petit doigt soit aligné avec l'horizon. Commence à compter le nombre de doigts dont tu auras besoin pour atteindre le soleil. Il se peut que tu doives empiler les doigts des 2 mains jusqu'à ce que tu y parviennes. Tout dépend de l'heure de la journée, et peut-être même de la saison dans laquelle tu te trouves. Si tes doigts sont d'épaisseur moyenne, 4 d'entre eux équivalent à 1 heure d'ensoleillement. Ce n'est pas aussi précis qu'une horloge atomique, mais cela montre à quel point nous pouvons être ingénieux en regardant simplement la course du soleil, en utilisant nos mains et en ajoutant un soupçon de mathématiques rudimentaires.